Coucou, c'est Victor. Je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent mon travail depuis ces dernières années. Vos dons sont indispensables pour faire vivre ce média indépendant. Et je me sens très reconnaissant de pouvoir continuer à apporter de nouvelles idées que je pense utiles à la lutte contre le spécisme, grâce à vous. Et sinon, vous pouvez acheter mon livre « En finir avec les idées fausses sur l'antispécisme » aux éditions de l'Atelier, qui fait un peu la synthèse des réponses à toutes les objections qu'on nous envoie tout le temps dès qu'on cherche à porter l'intérêt des autres animaux. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Épisode 42, troisième partie, Brigitte Bardot, Anatomie d'un animalisme raciste. Dans l'épisode précédent, on a vu comment Bardot a conçu son engagement pour les autres animaux sans les outils qui permettent de penser le spécisme comme système, et comment ce vide théorique produisait un cadrage en termes de malveillance plutôt que de domination. Une vision du monde où les animaux sont purs et les humains corrompus. Et où certains humains le sont en fait plus que d'autres. Une vision du monde suprémaciste, en somme, qui maintient la frontière d'espèces et reproduit des hiérarchies au sein des animaux et des humains. On a donc compris pourquoi l'animalisme de Bardot et son racisme étaient compatibles. Parce qu'ils reposent sur la même fondation essentialiste, sur la même croyance aux frontières naturelles entre les êtres. Mais il nous reste maintenant à déconstruire le bâtiment lui-même, à comprendre comment ces murs porteurs, la frontière d'espèces, l'animalisation, la hiérarchie des vies, ont façonné un édifice idéologique qui se tient, et surtout comment des grilles raciales et coloniales ont structuré l'animalisme prôné par Brigitte Bardot. Son animalisme s'emboîte finalement très bien avec son racisme. Trop bien, trop naturellement. Comme si l'un appelait l'autre. Et pour comprendre ça, il faut analyser de l'intérieur la façon dont elle formule la lutte contre les violences spécistes. Par quelle catégorie de pensée, et surtout, avec quel type de rhétorique. Ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode, c'est que la façon dont Bardot a formulé son animalisme est à la fois insatisfaisante d'un point de vue antispéciste et structurellement articulée avec le racisme et le nationalisme. J'aimerais vous montrer qu'elle l'est par construction, et que ça appelle une remise en question de la façon dont on conçoit de façon assez majoritaire la cause animale. Petit aparté, je pensais concentrer cette analyse dans un unique épisode, mais en fait il y a tellement de matière à analyser, de choses à dire, et je ne veux pas sacrifier la complexité du sujet. Mais je voulais pas non plus abuser en vous proposant un épisode de plus de 2 heures, donc j'ai coupé en 2. Ainsi vous écoutez le 3e épisode de la série sur l'animalisme à la Bardot, qui en comprend désormais 4. Promis, j'en rajoute plus après. Mes pauvres petites bêtes, une protection paternaliste. On l'a vu, l'animalisme de Bardot tourne sur le logiciel de la défense animale ou protection animale, et non sur celui de l'antispécisme. Mais plus spécifiquement, il déploie au sein de ce registre une représentation et un imaginaire bien particuliers, qui ont eu tendance à prendre toute la place, bien au-delà de Bardot elle-même. Une façon de cadrer la cause animale qui s'est imposée comme le sens commun animaliste dominant. Et cette façon de formuler les choses, c'est ce qu'on pourrait appeler une protection compassionnelle et paternaliste. La compassion comme moteur, du bon sentiment à la sélectivité. Avant tout, il faut reconnaître que son point de départ est absolument juste et crucial. Les animaux souffrent terriblement. Cette souffrance a une importance énorme et elle est totalement injuste. Les animaux comptent, ils ont le droit d'être protégés des torts qui leur sont faits. C'est l'éléphant dans la pièce dont elle a pris conscience et qu'elle a longtemps été une des rares personnalités à pouvoir porter dans l'espace public. Pourquoi avez-vous cette passion pour les animaux ? Je trouve que les animaux sont des êtres qui souffrent comme nous et qu'on n'a pas le droit, étant donné que nous on est des hommes et qu'on est soi-disant une race supérieure,
se permettre de les laisser souffrir comme ils sont à la SPA. Enfin, moi, j'ai été bouleversée, surtout quand j'ai été les voir. Bardot fracasse la manifestation première du spécisme qui est l'indifférence, celle qui renvoie les autres animaux et ce qui leur arrive dans l'invisible, dans l'insignifiant. Elle s'intéresse à leur sort, dit qu'ils ont une vie subjective et que les violences doivent cesser. C'est essentiel et ça porte des coups de butoir au fondement de notre société spéciste. Mais à partir de ce constat très juste, elle pose le mauvais diagnostic. Le problème viendrait d'un déficit de compassion, ancré dans la nature humaine, qu'il faudrait combler par davantage de bonté, d'amour pour les animaux. Ce cadrage conduit alors à dépeindre les autres animaux comme des objets de compassion, plutôt que comme des sujets de droit. J'avais détaillé les écueils de ce cadrage compassionnel dans l'épisode 41 sur la dermatose, si vous souhaitez aller réécouter. Or, c'est très différent de lutter pour leurs droits par rapport au fait de nous imposer des devoirs envers eux, car la compassion n'oblige à rien de façon universelle, et des devoirs qui ne tiennent qu'à nous restent maniables selon notre bon vouloir. Ils demeurent à géométrie variable, relatifs à notre sensibilité ou notre volonté de bien faire. D'ailleurs, Bardot aime les animaux, mais lesquels ? Ceux qu'elle rencontre ou qui lui provoquent des affects importants. Les animaux deviennent alors plus ou moins dignes de considération selon le contexte, notamment selon nos préférences, qui les exploite et ce qu'on peut affirmer symboliquement en les secourant. La sélectivité est inhérente à une approche exclusivement compassionnelle, tout simplement parce qu'on ne peut pas éprouver de la compassion pour toutes les victimes du spécisme. On se mobilise plus facilement pour les animaux qui nous touchent, qui sont charismatiques, pour les animaux plus grands, les mammifères notamment, qui vivent dans les mêmes milieux que nous, plutôt la terre ferme que les rivières ou les océans, etc. Ces ours de Bulgarie doivent aussi leur salut à l'action de Brigitte Bardot et à son indignation devant les tortures qu'ils subissent. Cela a pris du temps, mais dès les années 2000, une équipe de la fondation s'envole pour la Bulgarie, avec pour mission de les racheter un à un à leurs propriétaires. Et l'expression la plus claire de cette compassion sélective chez Bardot, c'est certainement la question des animaux qu'elle mangeait ou non, et plus largement, son rapport au véganisme. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu que Bardot était engagée pour les animaux, qu'elle aimait les animaux, et c'est d'ailleurs ce qu'elle disait elle-même. Lila M, aka Réfutée, masterante en psychologie sociale et militante scientiste. Mais je pense qu'en réalité, ce serait plus correct de dire qu'elle était engagée pour certains animaux, quand d'autres lui importaient finalement assez peu. En fait, elle n'était pas super claire dans ses positions, elle se contredit à plusieurs reprises dans ses interventions médiatiques et dans ses livres. Par exemple, elle connaissait le concept de spécisme et d'antispécisme et elle s'est déjà dit d'accord avec, mais quand on regarde ses autres propos et ses comportements, ça suit pas vraiment, alors même qu'elle prône la cohérence individuelle. Par exemple, elle se disait végétarienne et pourtant elle disait aussi manger des poissons. Donc d'un côté, elle revendique l'idée que les animaux ont le droit de vivre, qu'on ne devrait pas faire de hiérarchie, que c'est criminel de manger de la viande, et d'autant plus quand les animaux sont abattus sans étourdissement, mais de l'autre, quand c'est de la viande de poisson, des individus qui sont abattus sans étourdissement, là ça semble plus vraiment poser de problème, quoi. Elle a aussi tenu des propos contre le véganisme, elle s'exprimait publiquement là-dessus, en disant que c'était trop extrême et qu'on n'a pas à devenir végane. Dans un ouvrage de 2018, elle disait aussi, je cite, « Je peux encore me régaler avec du miel, des œufs, de la crème ou du fromage. Cela ne me dérange pas de consommer ces aliments, car j'imagine que c'est un échange avec les animaux. Je leur offre ma protection, mes soins, mon amour, et eux me donnent un peu de lait ou quelques œufs. Je ne suis pas dans la consommation, mais dans la tempérance, car je sais le don que la nature me fait au travers de ses produits. » Ça, c'est un discours qui, pour moi, fait beaucoup écho à celui de Jocelyne Porcher, avec la mise à mort en moins, mais finalement, le propos de fond est à peu près le même. Et pareil, dans un livre de 2003, « Les vaches donnaient leur lait, mais non leur chair. Les poules offraient leurs œufs, mais non en série leur corps. L'existence de chaque animal était respectée pour la survie qu'elle apportait. » En parlant donc d'un temps passé. Et on voit que quand même, elle garde une vision assez instrumentale des autres animaux, mais qu'elle place la limite à la mise à mort. Elle semblait finalement avoir une vision des animaux comme des ressources, je dirais, modérées, qu'on peut utiliser, mais sans les tuer, et c'est un peu sa limite.
Et je pense que cette vision des choses, elle est très compatible avec l'idée d'un ordre naturel qu'il faudrait respecter. C'est ce qu'on trouve dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle écrit. Et ça guide aussi ses positions sur l'homosexualité, sur le féminisme ou sur l'immigration. D'ailleurs, Bardot, elle n'a pas tellement abordé dans sa vie le rapport de domination spéciste. C'est pas du tout le cœur de son propos. Elle a plutôt parlé d'amour, d'émotions fortes, d'une espèce d'instinct qui la pousse à aimer et à aider les animaux. Ce qui n'est pas d'ailleurs un problème en soi, mais pour construire une lutte, on a besoin d'analyses qui vont au-delà du premier élan d'empathie. Et cette absence d'analyse des rapports sociaux, ça colle d'ailleurs très bien avec sa tolérance pour toutes les orientations politiques. Et je suppose qu'en fait, Bardot appliquait ce raisonnement aussi aux luttes humaines. En fait, au lieu de penser les rapports de domination, elle avait une empathie sélective pour les individus qu'elle voit comme des êtres sans défense. Je veux être clair sur ce que je critique ici, et surtout sur ce que je ne critique pas. On a besoin de l'empathie pour nous mettre en mouvement. Aimer d'autres animaux est une très belle chose, et c'est important. Et encore plus, d'accueillir des personnes animales et d'assumer ce que ça exige au quotidien en termes de travail de care. Beaucoup d'animalistes, essentiellement des femmes, ont porté la cause animale à bout de bras pendant des décennies, avec abnégation et sans se laisser décourager par le mépris général. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour celles qui se lèvent tous les jours pour aider concrètement des animaux, qui prennent soin des personnes animales dans les refuges, qui stérilisent et nourrissent des chats errants, qui soignent des pigeons blessés. Ce sont des engagements vraiment importants qui se retrouvent souvent invisibilisés dans la lutte. Mais ce à propos de quoi je mets plutôt en garde ici, c'est une certaine façon de poser le projet animaliste, qui s'appuie surtout sur l'affect sans viser l'émancipation. C'est cette compassion détachée d'une revendication de droit, sans penser du système, qui peut basculer très facilement dans quelque chose de plus problématique, et même devenir perméable à des logiques racistes et nationalistes, comme on le verra ensuite. Et en l'occurrence, ce cadrage circule très largement, sur les réseaux sociaux et dans les médias, les grandes organisations de défense animale, le débat public, les discours institutionnels. Aussi, en analysant les limites de certains cadrages, je ne suis pas en train de dire que les militantes, eux, devraient être parfaites, que chacun devrait avoir lu telle ou telle théoricienne, maîtriser telle ou telle analyse, avoir la bonne position politique. Je ne dis pas ça dans une idée de pureté morale ou idéologique des individus, ni pour créer des hiérarchies entre militantes ou décourager qui que ce soit de s'engager. La question c'est plutôt comment collectivement on veille à faire émerger des discours qui font aller dans la direction de l'égalité et de la justice, et qui préviennent certains rapprochements et certaines récupérations de la cause animale qu'on ne souhaite pas. J'espère que ça nous permettra de mieux cerner certains dangers, d'être plus vigilantes, d'affiner nos stratégies de lutte tous ensemble. Mais pour revenir à la question de la sélectivité, elle porte en elle quelque chose de plus profond. Dès lors qu'on se pense comme celui ou celle qui accorde sa protection, on instaure une asymétrie fondamentale. La protection n'est plus due parce que c'est la chose juste à faire, mais presque parce qu'on daigne l'accorder. Et ce don ne laisse à l'autre qu'un seul rôle, celui d'avoir besoin d'être sauvé. C'est le glissement vers le misérabilisme et le paternalisme. Les deux faces d'une même logique, la créature démunie face à son bienfaiteur. Misérabilisme et paternalisme, les deux faces d'une même relation asymétrique. Contrairement aux hommes, les animaux ne m'attristent que lorsqu'ils disparaissent. Ils ont une façon de vivre bouleversante. Ils n'ont rien. Ils ne possèdent rien d'autre que leur vie. Et s'agissant des animaux de compagnie, ils vous l'offrent avec confiance. C'est pour cela que j'ai développé un grand désir de protection à leur égard. Ils n'ont rien. Voilà comment Bardot voit les animaux. Des êtres réduits à leur fragilité. Et même à leur totale dépendance. C'est ce qu'on appelle un regard misérabiliste, qui ne part pas d'une reconnaissance de leur capacité d'action sur leur propre vie, mais de leur manque, de leur dénuement. Et ce regard appelle immédiatement son pendant. J'ai développé un grand désir de protection à leur égard. La victime parfaite produit la sauveuse parfaite. C'est le cœur du dispositif misérabilisme-paternalisme. Les deux faces d'une même relation asymétrique qui se construisent l'une l'autre. Plus les animaux sont présentés exclusivement comme des victimes en souffrance, caractérisées par leur impuissance radicale, et plus la sauveuse se valorise par contraste. Sa générosité, sa sensibilité, sa bonté
se mesure à l'aune de la détresse de ceux qu'elle secourt, qui peut même s'accompagner d'un apitoiement condescendant de sa part. Mes pauvres petites bêtes. Ce que cette relation révèle, c'est quelque chose de plus critiquable qu'une simple bienveillance mal calibrée. Il semble presque y avoir le désir d'une relation asymétrique idéale, où l'autre ne pourrait ni contester, ni décevoir, ni critiquer. Chez Bardot, les animaux sont vus comme muets et dépendants de nous, une impuissance qui est le fruit de l'ordre social spéciste, mais qu'elle réinterprète comme une vertu, leur fidélité absolue. Elle projette sur eux une acceptation inconditionnelle qui est en réalité une quasi-impossibilité de faire autrement. Quand on regarde la façon dont elle parle des animaux, ça ressort beaucoup. Lila M, qui tient le conte réfuté. Elle parle d'eux comme des pauvres petites vies, des êtres vulnérables. J'aime les animaux parce qu'ils ne parlent pas, ils ne critiquent pas, ils ne mentent pas et ils ne trahissent jamais. L'amour que je porte aux animaux se décuple en permanence. C'est une affection illimitée que je n'ai jamais ressentie pour un humain. Je ne me lasse jamais d'eux et ils ne me déçoivent jamais. Ceux-ci donnent leur cœur entièrement, de manière inconditionnelle, et ils ne le reprennent jamais. Donc on voit ici une description très positive finalement des animaux et un discours sur une supposée harmonie, une complémentarité entre les humains et les animaux, avec l'idée que les animaux peuvent apporter quelque chose à l'humanité, voire sauver l'humanité. Et c'est cette pureté, cet amour inconditionnel de la part des animaux qui la pousse à les défendre. Quand Bardot dit que les animaux ne la déçoivent jamais, elle laisse peut-être entrevoir ce qu'elle cherche. Une relation sans risque de rejet, sans blessure narcissique possible. Les animaux deviennent le miroir parfait. Ils lui renvoient son image de sauveuse, sans jamais pouvoir la remettre en question. Il ne manquerait plus qu'ils soient ingrats, alors qu'elle se démène tant pour eux. On a beaucoup en fait ce registre misérabiliste dans ses propos. Elle dit par exemple que la cause animale est une cause humanitaire, celle de défendre les faibles, les opprimés et les humiliés. Ou encore, s'occuper des animaux suppose une vraie charité spirituelle, au même titre que de s'occuper des plus faibles. Dans ses actions en faveur des humains, elle raconte qu'elle a également soutenu des orphelinats et maisons de retraite et qu'elle s'occupe de personnes dans le besoin, âgées, malades ou simplement seules. Et en fait, les enfants, les vieux, les malades, etc., ils occupent un statut dans la société qui est similaire aux autres animaux, dans le sens où ils sont considérés comme gentils mais incompétents, et ils font du coup l'objet d'une protection paternaliste. C'est une question de charité, plutôt que de justice, pour elle. La justice reconnaît des droits, elle oblige, elle s'applique universellement. La charité, elle, relève de la générosité du bienfaiteur. Elle crée une relation de dette et de gratitude. On peut penser au volontourisme, ces voyages où des occidentaux occidentales vont porter assistance à des populations lointaines, et dont elles reviennent avec des photos de soi entourées d'enfants souriants. Le récit est centré sur la bienfaitrice, pas sur celle qu'elle prétend vouloir aider. C'est exactement la structure du discours de Bardot sur les animaux. Un récit où elle est l'actrice centrale, et les animaux, les bénéficiaires reconnaissants de sa sollicitude. Il n'est pas tellement question des bonnes ou mauvaises intentions des personnes. C'est un ensemble de représentations collectives, un narratif en fait, qui se déploie bien au-delà de Bardot. On le voit dans le vocabulaire même, qui est mobilisé pour définir cet animalisme. Défense animale, protection animale, plutôt que l'égalité, l'émancipation, les droits fondamentaux. On bascule sur l'assistance, la charité et la bonté personnelle. Une vulnérabilité réelle, mais apolitisée. Je vous entends déjà me rétorquer « Mais attends Victor, est-ce que tu es en train de dire que les animaux ne sont pas vraiment vulnérables ?» Bien sûr que si. Les animaux sont effectivement en situation de vulnérabilité. Et le réflexe de leur porter secours, de faire preuve de solidarité avec leur résistance à l'oppression est non seulement légitime, mais nécessaire. Sur ça, on est d'accord. On peut reconnaître la vulnérabilité sans la prendre pour acquise et indépassable. Et surtout, on peut se rendre compte que celle-ci doit beaucoup aux conditions sociales dans lesquelles on se trouve. Le misérabilisme, lui, présente les animaux comme éternellement faibles, incapables de résistance, dépendants de nous en toutes circonstances. Mais alors, quand est-ce qu'on bascule d'une reconnaissance de la situation de vulnérabilité à une vision misérabiliste et paternaliste injustifiée ? Eh bien justement,
quand la vulnérabilité cesse d'être vue comme une condition, souvent produite par l'ordre spéciste, pour devenir une essence, comme si elle était inscrite dans la nature des animaux eux-mêmes de toute éternité. Parce que cette naturalisation a des effets politiques absolument délétères. Elle entérine leur infériorité au lieu de la combattre. Elle infantilise au lieu d'émanciper. Et justement, en parlant d'infantilisation, c'est évidemment un processus qu'on retrouve dans la construction des enfants et des jeunes personnes comme de pauvres petits êtres sans défense. Dans beaucoup de discours sur le sujet, la protection des enfants se fait d'une façon qui risque précisément de renforcer l'idéologie qui les vulnérabilise. Les pauvres petits êtres innocents qui n'auraient que les adultes bienveillants pour les sauver. On punit les auteurs de violences sans remettre en question la construction sociale de l'impuissance politique des enfants. On n'interroge pas les institutions qui la produisent. Et surtout, puisque la réponse se trouve forcément du côté des adultes, on ne donne pas aux jeunes personnes les outils de leur émancipation. C'est révélateur que la figure qui cristallise toute l'angoisse collective soit le pédophile inconnu, le prédateur qui rôde, alors que l'écrasante majorité des violences faites aux enfants sont commises dans le foyer, par des personnes connues de la famille ou de la famille elle-même. Cette focalisation sur le monstre extérieur permet de prétendre protéger l'enfant sans jamais interroger l'ordre familial, alors que c'est précisément la famille, en tant qu'institution sociale, qui participe grandement à produire leur mise en vulnérabilité. À l'opposé, les discours qui luttent contre la domination adulte ne suivent pas du tout le même chemin. Tal Peter Bromerx, chercheur sur la condition de la domination adulte, le formule avec précision dans un article intitulé « Enfance et vulnérabilité, ce que la politisation de l'enfance fait au concept de vulnérabilité ». Je cite : « Le concept de vulnérabilité, appliqué à des personnes qui font l'objet d'un processus d'essentialisation et d'altérisation, renvoie à un certain imaginaire, celui de leur fragilité supposée. Dans le cadre de l'enfance, il est lié plus spécifiquement à l'attribut d'innocence, Kitzinger, 1988, qui revient renforcer encore leur exceptionnalité et les extraire symboliquement du réseau des relations sociales. Or, dire que les enfants seraient des êtres naturellement vulnérables conduit souvent à envisager la nécessité d'un traitement social distinct au nom de leur protection et à les priver de l'accès à un certain nombre de ressources. » Fin de la citation. Bien sûr, comme les animaux, ils sont vulnérables face à notre force physique, à notre maîtrise de toutes sortes de dispositifs et de connaissances. Mais ils sont surtout, plus fondamentalement, vulnérables au fait que la société organise leur dépendance au lieu d'organiser leurs droits et la solidarité sociale à leur égard. Protéger sans politiser, c'est traiter la vulnérabilité comme une pure donnée, déjà là, plutôt que comme un produit. Et cette exceptionnalité dont parle Peter Bromerx, cette façon de les traiter comme des êtres à part, dont la condition serait entièrement naturelle et pas construite par des conditions historiques et sociales particulières, c'est ce qui empêche de penser leur situation comme résultant aussi d'un rapport de pouvoir exercé par les adultes. On les sort du monde social pour les mettre sous cloche, plutôt que de les reconnaître comme des acteurs politiques dont l'agentivité est sans cesse niée et réprimée. On le voit concrètement, les enfants n'ont pas accès à une éducation sexuelle qui leur donnerait les outils pour nommer ce qu'elles vivent et identifier une situation d'abus, ni à des cours d'autodéfense pour pouvoir mieux résister à des situations de violence. Et quand elles parlent, elles ne sont souvent pas crues, réduites au silence par le tabou de l'ordre familial qu'il ne faudrait surtout pas déstabiliser. Ce sont des effets directs de la domination adulte. On leur refuse les ressources qui leur permettraient de se défendre, et on invalide leurs paroles quand elles s'en saisissent malgré tout. Dès lors qu'on ne reconnaît pas l'existence d'un rapport de pouvoir, on ne se donne pas les moyens pour réellement le combattre. On peut seulement gérer ses effets à la marge et après coup, éventuellement protéger certaines victimes au cas par cas, sans jamais s'attaquer aux structures qui reproduisent constamment les violences. On retrouve ainsi le même vocabulaire de façon transversale dans la protection animale et dans la protection de l'enfance. Ces pauvres petites créatures sans défense, protéger ces petits êtres qui ont besoin de nous. C'est le registre de la pitié compassionnelle qui construit les enfants innocents en victimes parfaites, qui n'auraient que les adultes bienveillants pour veiller à leur bien-être. Dans les deux cas, le même dispositif. On naturalise la vulnérabilité, on en fait une essence propre à l'enfance ou à l'animalité, qui dès lors appelle la protection de celles qui seraient, elles aussi par nature,
en capacité d'agir. Les adultes, les humains. Et donc, pour revenir à la situation des autres animaux après ce petit détour, tout ça soulève des questions authentiquement complexes. Notamment, peut-on penser une protection des autres animaux qui reconnaissent leur vulnérabilité sans l'essentialiser et appellent à la responsabilité des humains pour les aider sans verser dans un paternalisme contestable? Je ne vais pas prétendre la résoudre ici. C'est une réflexion qui mériterait bien plus que quelques minutes de podcast. Sonora Taylor, dans son ouvrage Brave Bête, en propose une critique fine et nuancée, et j'en parle aussi longuement avec Frédéric Côté-Boudreau dans l'entretien 37 du podcast que je vous invite à réécouter. Mais ce qu'on peut dire avec un peu plus d'assurance, c'est que la distinction entre protection paternaliste et solidarité émancipatrice passe par le fait non pas de nier la vulnérabilité, mais de la politiser. Et plutôt que de se mettre en scène comme sauveurs-sauveuses, se positionner comme alliés de leur lutte, en mettant en avant leur résistance. Et c'est précisément ce que l'animalisme de Bardot ne fait pas. Aimer les animaux ne conduit pas nécessairement à lutter contre l'oppression qui les infériorise. Pourtant, on aimerait croire que les protéger et les défendre implique forcément de s'opposer au spécisme. Mais c'est en fait plus compliqué que ça. Car le spécisme ne s'exprime pas seulement par la violence et l'hostilité. Un spécisme bienveillant. Lila M. m'a fait découvrir cet article passionnant qui s'appelle Ambivalent Speciesism, le spécisme ambivalent, écrit par Frauke Albersmeyer. Ambivalent car il peut prendre deux formes distinctes et complémentaires. D'un côté, un spécisme hostile, de l'autre, un spécisme bienveillant. Je cite l'article. Le spécisme bienveillant consiste en des croyances, des attitudes ou des comportements qui impliquent des émotions positives envers les membres de certaines espèces, l'attribution de caractéristiques valorisées à ces derniers ou des interactions subjectivement bienveillantes avec eux, mais qui systématiquement ne rendent pas justice à la nature, aux besoins et à la considération morale des êtres visés, manifestant ainsi une certaine forme de mépris. Les deux spécismes, hostiles et bienveillants, ont en commun de maintenir la séparation et la hiérarchie, et donc l'inégalité. Là où ils diffèrent, c'est dans la réponse éthique apportée à cette hiérarchie, l'exploitation ou la protection des êtres inférieurs. Et évidemment, c'est quand même une différence de taille, par rapport à l'ampleur du massacre qu'implique le spécisme hostile. Mais le spécisme bienveillant alimente et renforce constamment l'idée que les animaux sont différents par nature et donc pas nos égaux. Et l'antispécisme s'oppose justement à l'inégalité érigée en principe et en ordre incontestable. Contrairement au discours Lila M. explicitement hostile qu'on a l'habitude d'entendre, réfuté sur les réseaux. où l'ordre naturel, c'est la domination de certains groupes sur d'autres, donc par exemple un suprémacisme humain très explicite qui soutient absolument la domination des humains sur les animaux. Là, l'ordre naturel qu'elle a en tête, il est plutôt paternaliste. Il ne faut pas tuer les animaux, mais les protéger. Ils restent à leur place et nous à la nôtre, mais dans un rapport qui est plus harmonieux et moins violent. Donc on garde quand même cette idée de hiérarchie, au fond, mais c'est juste qu'on enlève les choses qui sont les plus violentes, quoi. Donc globalement, elle tolère, voire elle encourage dans une certaine mesure l'égalité, mais tant que c'est pas trop à son goût et tant qu'on respecte une certaine organisation du monde. Et c'est ce qu'on voit aussi dans son rapport au féminisme. D'un côté, elle critique l'injonction à la maternité, elle s'est prononcée en faveur de l'avortement et d'une relative émancipation des femmes, mais de l'autre, elle a quand même des discours qui assignent les femmes à des rôles genrés très traditionnels. Elle disait par exemple, et je trouve que c'est une citation qui illustre très bien sa pensée, je cite « Je trouve qu'une femme doit rester une femme avant tout. La femme est la chose la plus belle au monde. Qu'une femme souhaite se libérer, cela est très bien et je suis pour. Mais en voulant trop se libérer pour devenir l'égale des hommes, les femmes vont devenir de plus en plus malheureuses, car nous ne sommes pas faites pour mener la vie d'un homme. Une femme est un être doux et vulnérable avant tout. » Ce discours, il s'inscrit dans ce qu'on appelle en fait le sexisme bienveillant, et on peut appliquer justement la même analyse au spécisme. Donc je m'explique avec une petite introduction à la psychosociale. Le sexisme ambivalent, c'est un terme, un concept qui a été inventé dans les années 90 par deux psychologues sociales qui s'appuient elles-mêmes sur des travaux antérieurs sur le racisme.
Et donc l'idée, c'est que le sexisme, il se divise en 2 dimensions complémentaires qui marchent de concert, une dimension hostile et une dimension bienveillante. Donc la dimension hostile, c'est vraiment la haine des femmes où l'inégalité, elle est complètement revendiquée. C'est typiquement le courant masculiniste. Et donc ça passe par des propos comme les femmes sont des manipulatrices qui se servent des hommes, les femmes ne servent qu'à faire la cuisine et les bébés. Ce genre de discours qui sont finalement très dans l'attaque et la revendication de l'inégalité. Et d'un autre côté, on a une dimension bienveillante qui, là, se traduit plutôt par des propos qui sont subjectivement amélioratifs, qui mettent en avant les qualités, voire qui dépeignent les femmes comme des êtres extraordinaires et qui s'inscrit cette fois plutôt dans une idée de complémentarité entre les genres. Et c'est cette idée qu'on retrouve chez Bardot quand elle décrit la femme, entre guillemets, comme la plus belle chose du monde. C'est vraiment très amélioratif. Ou c'est ce qu'on retrouve aussi dans les comportements de galanterie. Mais finalement, ces discours, ils s'appuient sur l'idée que les femmes sont plus faibles et qu'elles ont besoin des hommes. Et pareil, on a des discours qui illustrent bien ça, où on va dire que les femmes ont le pouvoir extraordinaire de donner la vie, que les femmes sont naturellement douces, qu'elles ont un instinct maternel, qu'elles apportent de l'apaisement au sein du foyer, qu'elles ensoleillent la vie des hommes, etc., etc. Cette idée de sexisme ambivalent, on la retrouve aussi dans d'autres disciplines, comme chez la sociologue Colette Guillaumin, qui, pareil, dans les années 90, évoque cette idée-là. Elle parle de double discours menace-valorisation ou de dressage positif et dressage négatif, mais c'est vraiment la même idée. Et en fait, ces 2 dimensions, même si elles semblent à première vue s'opposer, elles marchent en fait de concert et elles soutiennent un même système. Par exemple, les femmes sont faites pour faire des bébés et les femmes ont un instinct maternel qui les rend irremplaçables. En réalité, ça sous-tend une seule et même idée, les femmes devraient faire des enfants et s'en occuper. Et le côté vicieux, c'est que au fur et à mesure que le sexisme hostile recule et qui devient de moins en moins entendable, le sexisme bienveillant, lui, il augmente parce qu'il est justement plus acceptable, il passe mieux et il est moins souvent identifié comme du sexisme. Et cette analyse, comme je disais, on peut la transposer au spécisme. C'est ce que proposent des travaux récents en philosophie et des camarades aussi qui ont théorisé ça avant. Donc on peut d'un côté rejeter la dimension la plus hostile du spécisme, les violences les plus évidentes, et de l'autre, quand même maintenir l'inégalité par un discours qui est spéciste bienveillant. Parfois même malgré nous, en soulignant justement la pureté des animaux, leur rapport presque mystique à la nature, leur parfaite intégration à la nature, etc. Ensuite, la dimension bienveillante des oppressions, et c'est valable aussi dans le spécisme, elle peut avoir pour rôle de compenser un manque. Donc on retrouve ça aussi chez Bardot, qui dit par exemple « Dans le monde des animaux, l'homme a su développer son intelligence pour adapter son environnement. Et quand un individu est évolué, il a des devoirs à l'égard des êtres sans défense et sans parole. Puisque nous avons un avantage, nous devrions nous en servir pour les protéger et non les torturer. » Donc, dans son discours, d'un côté, elle met en avant les qualités des animaux, et de l'autre, elle les identifie comme des êtres sans défense, qui sont moins intelligents que les humains, et qu'on devrait protéger, finalement, dans une logique paternaliste. Mais ça empêche de penser les animaux comme des sujets de droit, voire comme des acteurs de leurs droits. On pourrait par exemple imaginer des systèmes de décision qui puissent inclure les animaux, s'attacher à leur demander leur consentement, leurs préférences. Mais si on les considère d'office comme des êtres irrationnels, dénués d'intelligence, contrairement aux humains, cette perspective-là, elle peut être très difficile, voire impossible à imaginer et à revendiquer. Et ça fonctionne de la même manière, par exemple, avec le sexisme bienveillant, ou même si on met en avant la douceur, la pureté des femmes, etc. En fait, ça en devient un motif pour ne pas leur donner l'accès à des postes de pouvoir, ne pas prendre au sérieux leurs émotions de colère, ce genre de choses. Donc la dimension bienveillante des oppressions, même si elle peut apporter des bénéfices locaux ou ponctuels, elle a pour effet global de renforcer la structure sociale inégalitaire, en l'occurrence parce qu'on refuse aux animaux certaines compétences ou certains intérêts et qu'on maintient une distinction hiérarchisée entre les humains et eux. Je vous lis quelques extraits encore de l'article de Frauke Albersmeyer que je trouve vraiment très éclairant. Les animaux non humains sont souvent perçus comme incapables de raisonner, mais dotés d'une sensibilité au changement de leur environnement naturel qui est non seulement surhumaine,
mais qui, dans certaines descriptions, a aussi l'apparence du surnaturel. Ils sentent mystérieusement des choses. Par exemple, ils savent toujours les premiers quand une catastrophe naturelle va se produire. Ils sont considérés comme amoraux mais loyaux, stupides mais mignons, inaptes à la coexistence sociale avec les humains, mais parfaitement adaptés à leurs habitats respectifs et capables d'y prospérer, et ainsi de suite. Sous la perception subjectivement positive que les animaux sont dignes de confiance, peut se cacher la vue courante selon laquelle ils sont simplement bêtes. Les humains peuvent leur confier leurs secrets et les animaux ne les jugeront pas. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent même pas comment juger. Ce type de reconnaissance, dérivée de l'incapacité, aboutit à une forme d'admiration paternaliste ou d'éloge condescendant qui peut reconnaître les mérites des animaux dans une dimension sans risquer de fonder des droits pour les animaux. Fin des citations. Et voilà, on y revient. Les 1001 façons de valoriser les autres animaux ou de s'engager pour eux d'une façon qui ne milite pas pour leurs droits, c'est-à-dire leur reconnaissance comme sujet à part entière, détenteur d'intérêt. Voilà pourquoi je me méfie tant du concept de protection, alors même qu'il y a un de ces sens qui me semble pourtant juste. Car protection recouvre en fait deux choses qui n'ont rien à voir, et le spécisme bienveillant prospère précisément dans la confusion entre les deux. Il y a la protection paternaliste, veiller sur des êtres qu'on présuppose incapables, au bon vouloir de quelques individus suffisamment bienveillants pour s'en charger, et il y a la protection qu'impliquent les droits. Reconnaître que les intérêts fondamentaux de tous les êtres sentients doivent être considérés, et dénoncer le fait qu'ils soient bafoués de façon systématique. Viens mon petit, je vais te protéger, versus ces personnes ont des intérêts qui s'imposent, qui doivent compter à égalité. Bardot fait le premier, l'antispécisme vise le second. Les effets glissants de la rhétorique de l'innocence. Il y a d'autres conséquences encore de ce cadrage misérabiliste qui peuvent nous mener dans des impasses politiques. Comme Bardot essentialise l'impuissance des autres animaux, elle les défend aussi au nom de leur innocence. Comment peut-on faire ça à ces pauvres petits êtres qui n'ont rien fait ? C'est un argument qu'on retrouve très souvent dans la défense animale. Écoutez par exemple cet extrait des Pieds sur Terre, la manif pour chiens, sur France Culture. Ça se passait en 2023. Les chiens, on doit les respecter comme un humain en fait. C'est pas parce qu'ils ont 4 pattes et ils ont des poils que c'est autrement. Pour moi, c'est des êtres humains, c'est pas des chiens. On doit les respecter en tant que tels. Et est-ce que les êtres humains, c'est pareil, vous considérez que toute vie doit être respectée Je vais pas vous répondre. Parce que, non, je vais pas vous répondre. Vous avez peur de choquer ? C'est pas que j'ai peur de choquer, c'est que plutôt que de prendre un chien en laboratoire pour faire des tests et le faire souffrir, alors que lui, il n'a rien fait. On a quand même des condamnés à 30-35 ans de prison parce qu'ils ont violé, tué. Pourquoi pas faire des expériences sur ces gens-là ? De toute façon, ils sortiront pas de prison. Comment en arrive-t-on là ? Comment des personnes sincèrement indignées par la souffrance animale en viennent-elles à proposer de torturer des humains à la place ? Eh bien, c'est que le cadrage en termes d'innocence n'invitait que ça, à vrai dire. Si les animaux doivent être protégés parce qu'ils sont purs de tout reproche, alors qui sont les coupables ? Et est-ce que ces coupables doivent, eux, être soumis à de tels traitements, puisqu'ils ne sont pas innocents, justement ? Le critère de l'innocence crée mécaniquement une hiérarchie. Les méchants absolus, les pédophiles, les violeurs, les abuseurs des animaux, deviennent l'exutoire. Ça transforme la juste colère contre l'exploitation animale en désir de vengeance contre certains humains. Ça réintroduit une logique perverse. La protection fournie par la loi, par la morale, finit par devoir se mériter. On la perd si on n'est pas comme il faut, si on n'agit pas comme il faut, si on est mauvais. Cette position ne défend pas réellement l'égalité de considération, qui devrait juger que traiter qui que ce soit comme un animal de labo est inacceptable. C'est ça que risque de produire le discours de l'innocence. Il faut saisir à quel point cette proposition « utilisons des criminels plutôt que des animaux » est réactionnaire. Face à elle, les droits humains redeviennent vraiment révolutionnaires. On a des droits fondamentaux qui nous protègent, quoi qu'on fasse. Utilisons les criminels semble contestataire, ça exprime une indignation réelle, mais en réalité, ça ne remet pas les bonnes choses en question. Regardez comment ça marche. Qu'est-ce qui est contesté ?
que les animaux soient utilisés pour l'expérimentation. Qu'est-ce qui n'est pas contesté ? Qu'on puisse utiliser des êtres sentients contre leur gré, qu'on puisse les enfermer, les torturer, les tuer, qu'on puisse disposer de leur corps comme de ressources, que la recherche et la science prétendent justifier le droit de s'approprier des existences. Autrement dit, la logique de l'exploitation reste inattaquée. Et on en conteste simplement la cible. On s'est trompé, on n'a pas pris les bons suppliciés. C'est une logique de substitution, pas d'abolition. Et que fera-t-on alors des animaux méchants, de ceux qui sont violents, qui désobéissent, qui ont mauvais caractère, de ceux qui ne peuvent pas nous encadrer et refusent de nous accorder docilement leur amour? Cela, pourra-t-on expérimenter sur eux alors, s'ils ne sont pas si agréables et parfaits qu'on voulait le croire? Si notre chat chasse et torture des souris pour le plaisir, faudra-t-il révoquer son droit à ne pas être torturé? Si notre chien mord la jambe de la voisine, la société pourra-t-elle alors le punir en le menaçant du pire? Mais en fait, la dimension bienveillante dans les oppressions, elle pose plusieurs soucis. Lila M, qui tient le compte réfuté. Déjà, au niveau individuel, qu'est-ce que ça produit si les individus y dérogent aux stéréotypes positifs? Par exemple, si finalement un chien ne nous aime pas inconditionnellement, qui veut plus nous voir ou qui devient violent, qu'est-ce que ça provoque? Ça pourrait avoir des conséquences graves pour lui, comme l'abandon, voire la mise à mort. Ça nous empêche aussi de penser la complexité des individus et le fait que, certaines personnes animales peuvent, et d'ailleurs elles ont le droit de nous détester, de ne pas vouloir nous voir, de ne pas vouloir avoir quoi que ce soit à faire avec nous. Les discours des militants de la manif pour chiens révèlent avec éclat ce qui est d'habitude implicite, voire refoulé, mais pourtant bien présent dans des cadrages animalistes courants. Quand la protection s'appuie uniquement sur l'innocence, ces pauvres animaux n'ont rien fait de mal. Elle crée mécaniquement son envers. Ceux qui ont fait quelque chose ne méritent pas notre protection. Et on se rabat alors sur les coupables faciles à désigner, sans remettre en question les structures d'enfermement, ni les laboratoires, ni les prisons. Et le fait de faire souffrir intentionnellement. Arrêtez de punir les animaux, punissez les méchants, les vrais salauds. Cela rejoint d'ailleurs les réflexions sur l'abolitionnisme pénal. La chercheuse Gwenola Ricordo, par exemple, a proposé le concept d'innocentisme pour désigner une telle rhétorique qui s'en tient à dire que certains prisonniers sont innocents et qu'il ne faudrait pas qu'ils soient en prison. Logique qui construit immédiatement une hiérarchie entre les bons et les mauvais. Ceux qui méritent d'y être et ceux qui n'auraient jamais dû s'y trouver. Une logique qui empêche de porter une critique de la prison elle-même, en tant qu'institution violente et injuste. À rebours de cette vision punitiviste et répressive, l'antispécisme ne se fonde pas sur une bipartition entre les innocents et les coupables. Son socle moral, c'est la sentience, la capacité à souffrir et à avoir des intérêts. C'est ce qui est au cœur du sentientisme, l'importance fondamentale accordée à l'expérience vécue, à ce qu'on ressent. Que tu sois innocent ou coupable, tu ne mérites pas d'être torturé, car personne ne devrait vivre ça. Point. Jamie Woodhouse, qui tient le podcast Sentientism, développe cette idée dans son texte de blog Drop the Retribution, Sentientist Justice, où il défend une justice sentientiste centrée sur la réduction de la souffrance et la réhabilitation, plutôt que sur la rétribution, cette idée que le coupable mériterait d'être puni. Ainsi, le discours de l'innocence animale semble touchant et parler à beaucoup de gens, mais il est glissant, car il ouvre la porte à une hiérarchisation des vies où certaines restent appropriables. C'est une manifestation supplémentaire de la sélectivité inhérente à beaucoup des cadrages de la protection animale. Cette fois-ci, non pas à cause de l'arbitraire de notre compassion, mais parce que les arguments mobilisés instaurent implicitement un tri entre ceux qui méritent d'être protégés et ceux qui le mériteraient moins, voire plus du tout. Victime, bourreau, sauveur, la triade paternaliste. On voit que cette conception de l'animalisme ne vise pas l'égalité. Elle simplifie le problème de façon manichéenne, qui réduit l'ensemble des situations à ce même schéma. 1. Des victimes innocentes, inférieures, impuissantes, muettes. 2. Des agresseurs barbares, violents, cruels, arriérés. 3. Des sauveurs bienveillants, supérieurs, éclairés, héroïques. C'est le logiciel à partir duquel Bardot interprète et formule toute la question animale.
C'est toujours le même refrain. Pauvre petite bête, ce qu'on vous fait est cruel, il faut mettre fin à cette sauvagerie, on va vous sauver et vous protéger. Et en fait, ce discours de la protection animale compassionnelle est mainstream. C'est celui qui correspond au sens commun quand on est animaliste sans avoir nécessairement conscience de ce qu'est le spécisme. C'est le discours le plus immédiatement disponible quand on cherche à dénoncer les injustices et des violences commises contre d'autres animaux. Et peut-être que cette formulation de l'animalisme est justement si répandue parce qu'elle paraît bien plus inoffensive qu'un discours antispéciste, c'est-à-dire égalitariste. C'est un discours plus innocent, moins dangereux pour l'ordre social spéciste. La compassion est bien gentille, elle ne menace pas de renverser la suprématie humaine. On voit bien le genre de slogan que ça produit. Ne soyez pas cruels, ayez du cœur pour les animaux, respectez-les, dites non à la maltraitance, mettez fin à ces cruautés, protégez les plus faibles. Cette dépolitisation par moralisation individuelle évacue une fois de plus l'analyse systémique et ouvre surtout grand la porte à la recherche de boucs émissaires. Quand on ne pense pas en termes de droits des animaux, mais de sollicitude des humains, quand on ne voit pas une oppression à renverser, mais des cruautés individuelles à corriger, quand on essentialise la vulnérabilité animale au lieu de la politiser, alors on glisse presque inévitablement vers une posture de sauveur face à ses victimes. Les conséquences politiques de ce cadrage sont les suivantes. Un maintien de la hiérarchie spéciste, les victimes restent infériorisées, altérisées, réduites à leur vulnérabilité, une dépolitisation et une moralisation du problème, on ne s'attaque plus à un système de domination, on cherche des coupables individuels à blâmer et à réprimer, et enfin parfois à une auto-valorisation intéressée par les personnes qui tiennent ce discours. Le glissement de la protection au paternalisme est très vite arrivé. La logique du sauveur et celle de la victime sont les deux faces d'un même dispositif de discours. Si on pose des victimes, il faut bien un sauveur et un bourreau. C'est là que le bât blesse. Le cadrage protection animale fabrique structurellement ses agresseurs. On protège les victimes de quelqu'un ou quelques-uns. La structure même du discours de protection appelle presque comme un appel d'air la chasse aux coupables. En l'absence d'explication structurelle, on a fatalement tendance à se rabattre vers la recherche de boucs émissaires. Et cette désignation de coupables a vite fait de s'articuler à une vision du monde raciste, où les hommes racisés en particulier sont déjà construits comme les coupables idéaux, les barbares tout trouvés. Les sauveurs versus les sauvages. Un animalisme identitaire. De la triade paternaliste à la triade coloniale. La triade paternaliste porte en elle une vulnérabilité structurelle. Ces cases appellent à être remplies. Et dans une société traversée par le racisme, c'est le contenu raciste ambiant qui s'y engouffre naturellement. La case victime d'abord. Elle est occupée par les animaux, innocents et sans défense. La case sauveur, ensuite, Bardot, les Blancs, les Occidentaux, selon de qui on cherche à se distinguer, on y viendra. Mais l'essentiel se joue sur la case bourreau. Dans un contexte structuré par la colonialité, c'est l'autre racisé qui vient spontanément l'occuper. Le musulman dangereux, le rom maltraitant, l'autochtone sauvage, etc. L'idéologie raciste dominante se charge de fournir le contenu pour remplir une structure qui n'appelait que ça. Ce mécanisme a déjà été disséqué dans d'autres contextes que pour la cause animale. Gayatri Spivak, figure majeure des études postcoloniales, avait résumé un topos occidental récurrent. Dans son article, les subalternes peuvent-ils parler, par une formule très parlante. Je cite « Des hommes blancs sauvant des femmes racisées, des hommes racisés ». Ce qui est contestable là-dedans, c'est de construire ce récit-là qui place l'Occident en sauveur, qui efface l'agentivité des femmes concernées et qui désigne des populations entières comme barbares. La sociologue italienne Sara Faris a théorisé ce phénomène social sous le nom de fémonationalisme, dans son ouvrage « Au nom des femmes », sur lequel je me suis beaucoup appuyé pour construire cette partie. Le fémonationalisme, c'est la convergence entre certains discours féministes et les agendas racistes et nationalistes. Au nom de la protection des femmes, on construit l'Occident comme avant-garde du progrès et on désigne les hommes racisés comme agresseurs arriérés. Les femmes racisées deviennent des victimes opprimées par leur propre culture, par leurs propres hommes, dépeints comme nécessairement violents et patriarcaux. Et pour les sauver, l'Occident éclairé, les féministes blanches, un nous progressiste et protecteur. On est facilement aveuglé par cette rhétorique,
tellement elle est commune et flatte nos propres appartenances. Et on oublie opportunément de souligner que dans nos sociétés occidentales, au moins 2 à 3 enfants par classe sont victimes de violences pédocriminelles, dont une immense majorité de jeunes filles. C'est un exemple criant, parmi d'autres, de notre vision asymétrique, opportunément biaisée, qui nous fait beaucoup moins parler de ces victimes-là, violentées qu'elles sont par notre propre culture patriarcale. Même logique du côté des études queer, avec l'homonationalisme étudié par Jasbir Puar. La mobilisation des droits LGBT comme marqueur de supériorité civilisationnelle face à des cultures désignées comme homophobes et barbares. Dans les deux cas, c'est au nom de la protection d'une victime que s'opère la stigmatisation racisée de l'agresseur désigné. C'est précisément en cela que ces dispositifs sont paternalistes. La case bourreau se racialise, la case sauveur se blanchit, et la victime désignée, les femmes ou les personnes LGBT, se trouve instrumentalisée dans un récit qui sert avant tout à affirmer la supériorité de ceux qui prétendent la défendre. Le cadrage du paternalisme compassionnel est donc loin d'être politiquement neutre. Il porte en lui une faille dans laquelle le racisme ambiant peut s'engouffrer. C'est ce régime particulier de la triade paternaliste, celle où la case agresseur se racialise selon une logique héritée du colonialisme, qui hiérarchise civilisé et barbare, qu'on pourrait dénommer la triade coloniale. Les sauvages, les barbares, l'animalisme civilisationnel. La triade coloniale dessine une cartographie morale du monde, qui réduit la complexité des violences en une structure simpliste qui contraste d'un côté les sociétés avancées, compatissantes et éclairées, de l'autre, celles qui seraient restées du côté de la brutalité et de l'archaïsme. La notion de démocratie animale. Kautar Archi, sociologue et autrice de l'ouvrage « Ainsi l'animal et nous ». C'est une notion de démocratie animale qui est construite sur le modèle de ce qu'on appelle en sociologie ou en sciences politiques la démocratie sexuelle. Donc la démocratie sexuelle, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui montre et désigne ce processus complexe, historique, culturel, qui fait intervenir aussi bien sûr les luttes féministes, qui mènent à l'extension des principes démocratiques, donc les droits, les notions d'autonomie, les notions d'indépendance, les notions de liberté, les notions d'égalité, au domaine des sexualités, du genre et plus généralement de la vie intime des individus. La notion de démocratie sexuelle, c'est une notion qui est extrêmement intéressante, qui a été notamment travaillée par le sociologue Éric Fassin. Et à travers ce concept-là, on découvre les multiples manières et les modalités selon lesquelles, à un moment donné de l'histoire, et l'histoire des luttes en particulier, la question sexuelle devient une question qui prend part de manière légitime, de manière forte, mais non moins conflictuelle, à la question du débat démocratique. Si on pousse un peu cette réflexion, on se rend compte très rapidement que la notion de démocratie sexuelle, de manière parfois implicite, parfois plus explicite, est utilisée pour opposer entre elles les différentes sociétés, les sociétés du Nord global et les sociétés du Sud global. Comme si finalement la démocratie sexuelle était une forme d'aboutissement démocratique absolu. Une société dans laquelle, par exemple, les femmes sont parfaitement incluses, parfaitement respectées, parfaitement traitées, parfaitement protégées, face à d'autres sociétés où, au contraire, elles ne seraient pas objet de ces différentes formes de politique. On pourrait dire que la démocratie animale, qui encore une fois en suit cette construction et ces fils de réflexion que tente de tirer ce concept de démocratie sexuelle, c'est finalement l'idée selon laquelle, au sein de notre société, des sociétés occidentales, la question animale a pu s'affranchir d'une certaine forme de marginalité, d'une certaine forme de position lointaine, pour rejoindre la table autour de laquelle nous discutons de manière démocratique des grandes questions de notre temps. Dans cette perspective, donc, on peut considérer que la démocratie animale, comme je le disais auparavant de la démocratie
sexuelle peut aussi être retournée contre elle-même, autrement dit considérer que nos sociétés occidentales ont atteint une certaine forme de perfection dans la considération morale et politique des vies animales, là où au contraire d'autres sociétés seraient très lointaines d'atteindre ce type de perfection du regard porté sur les animaux. Donc on voit là à quel point à la fois la question du genre, mais aussi la question de l'espèce vient révéler de manière instrumentale ou de manière historique, selon les processus de transformation et de reconfiguration des sociétés en avance, des sociétés en avant sur les autres sociétés qui, elles, au contraire, sont considérées comme retardataires, voire arriérées, mais qui, du coup, sont aussi des sociétés que l'on peut considérer comme étant non civilisées, comme relevant d'un régime barbare, comme relevant d'un régime tyrannique. Et dans cette perspective, on voit bien que la question du rapport à l'animal et la question du rapport au genre et au domaine des sexualités deviennent des révélateurs de la qualité démocratique des sociétés données. Au vrai, il suffit de reposer les choses un instant pour voir que ce type de comparaison et l'application de cette grille de lecture ne révèle pas l'état définitif des démocraties, puisque nous pouvons considérer qu'en France, nous sommes sous un régime démocratique, et pourtant les féminicides, si l'on ne prend que cet élément-là, continuent à se produire et à se reproduire. Donc on voit bien ici que le système binaire a davantage vocation à jeter l'opprobre moral sur certaines sociétés, à les inférioriser, afin de permettre l'élévation et la supériorité d'autres sociétés. Donc la démocratie animale, je la qualifierais ainsi, je dirais que c'est une prétention à traiter bien les animaux afin de mettre en évidence toutes les autres sociétés qui les traiteraient si mal et qui, du coup, révéleraient que ces sociétés seraient des sociétés en retard, mauvaises, moralement, dangereuses, politiquement. C'est ce qui explique que la protection animale puisse opérer comme un marqueur d'appartenance civilisationnelle. Plus on prétend sauver les animaux, plus on se place en position de supériorité morale. Et inversement, ceux qui ne se conforment pas à nos normes deviennent suspects. Suspicion de cruauté et donc d'arriération. Dès que s'installe une opposition entre pratiques civilisées et pratiques barbares, c'est ce dispositif colonial qui est à l'œuvre. Il est là quand une ligne est tracée entre ceux qui incarnent la modernité morale et ceux qui seraient restés du côté de la sauvagerie. Et ce vocabulaire infuse profondément le discours animaliste. Chez Bardot, je pense qu'on peut même dire qu'il structure l'ensemble de sa vision, y compris quand elle dénonce les chasseurs français. Dans un éditorial de 2019, elle les qualifie de « sous-hommes d'une abjecte lâcheté, portant en eux les gènes d'une barbarie cruelle héritée de nos ancêtres primitifs. » Elle parle de la chasse à courre comme d'une pratique de « sauvage, d'un autre temps, archaïque ». Que Bardot emploie parfois ce vocabulaire contre les chasseurs français et blancs n'invalide en rien son caractère colonial et raciste. Il reste ancré dans une logique hiérarchique civilisation-barbarie. De ce fait, quand il cible des populations racisées, il garde toute sa puissance altérisante en activant un imaginaire raciste déjà bien en place. On pourrait, à la suite de la chercheuse Françoise Vergès et de son analyse d'un féminisme civilisationnel, parler ici d'un animalisme civilisationnel. Un animalisme qui ne se contente pas de défendre les animaux, mais qui s'adosse à une stratification globale entre les sociétés. Et ce lien entre protection animale et logique coloniale n'a rien de nouveau. Historiquement, l'une des ruses les plus efficaces du colonialisme a été d'associer la compassion pour les animaux à la blanchité. S'ériger en supérieur des non-humains devenait un signe de raffinement moral, une preuve de supériorité civilisationnelle. Tandis que les peuples colonisés, jugés frustes ou trop proches de la nature, étaient considérés comme incapables de s'en occuper correctement. L'historien Guillaume Blanc, dans son ouvrage « L'invention du colonialisme vert »,
montrent que l'invention des parcs africains s'est accompagnée de l'exclusion de leurs habitantes humaines au nom de leur incompétence supposée. C'est ça la logique du colonialisme vert, avoir un discours de conservation de l'environnement et des espèces qui recycle les dispositifs racistes existants et finalement justifie l'expropriation et la disqualification des pratiques autochtones. Prétendre protéger la nature et les animaux sans les Africains, Africaines, et même souvent contre LE. La chercheuse Violette Pouillard a mis en évidence la même dynamique dans son Histoire des zoos par les animaux. Les gestionnaires de ces institutions, plutôt que de dénoncer une colonisation destructrice et une appropriation des corps humains et animaux, y ont en fait participé. Ils se présentaient comme les sauveurs, en offrant un refuge aux animaux, qui, selon leur discours, seraient morts en liberté là-bas autrement. Ils déployaient ce que l'historienne appelle une cécité de convenance. Ils ne sauvaient pas l'animal, mais l'idée qu'ils s'en font. En un mot, c'était un conservationnisme qui opère par le contrôle de ceux que l'on dit protéger. Ainsi, le vocabulaire de la mission civilisatrice et celui de la protection animale se sont-ils nourris mutuellement depuis le XIXe siècle. Il est important de garder cet héritage historique en tête, pour ne pas reproduire encore les mêmes schémas oppressifs. Et certains discours qu'on trouve chez Bardot sont la réactivation contemporaine de cette ancienne logique coloniale. Par exemple, quand elle écrit dans un de ses livres « Le massacre quotidien des derniers éléphants conduit à la disparition imminente de ces animaux. C'est le monde entier qui devrait se révolter, empêcher l'anéantissement d'une race entière. Les girafes, les lions, les rhinocéros sont en péril. Des armées, des soldats devraient être envoyés, non pour attaquer, mais pour sauvegarder des vies. » Sauver des vies, d'accord. Mais s'il faut intervenir militairement, la question qui se pose immédiatement est contre qui ? Qui faudrait-il neutraliser au nom de la sauvegarde de ces animaux ? Pourquoi l'armée ? Qui sont les ennemis ? Dans ce scénario sorti de l'imagination de Bardot, les habitants des territoires concernés apparaissent en creux comme ceux qu'il faudrait contenir, plutôt qu'à minima comme des partenaires, et encore moins en tant qu'acteurs légitimes de la protection de l'environnement qu'ils connaissent pour y habiter et des autres habitantes non humaines qui y vivent. Alors ce sont peut-être eux, pour Bardot, les ennemis des animaux, et il faut envoyer les soldats. Sous couvert de protection animale, elle réactive ainsi un vieux fantasme colonial, celui d'un Occident en uniforme chargé de corriger des sociétés supposées incapables de se gouverner, de gérer leurs ressources, ou même de préserver les vies non humaines. Autrement dit, aller sauver l'Afrique d'elle-même. C'est texto la propagande coloniale. Donc pour résumer, le paternalisme compassionnel peut se recombiner avec un régime de normes hérité du colonialisme. On peut le reconnaître quand il sert de marqueur identitaire différentiel entre groupes humains. Nous protégeons versus eux maltraitent. Quand il transforme la protection animale en marqueur de supériorité civilisationnelle. Ça construit une hiérarchisation de pratiques culturelles, barbares versus civilisées. Quand il prétend à une supériorité universelle des normes occidentales, notre façon de voir, penser, faire doit être imposée partout. Et enfin, quand il s'articule à un projet de domination qui justifie surveillance, exclusion, voire même intervention. La cruauté des autres, quand l'animalisme sert à stigmatiser. Un des effets structurants de l'animalisme civilisationnel consiste à déplacer la cruauté du côté des autres. Et qui sont ces autres avec un grand A ? Eh bien les populations racisées ou situées hors de la communauté nationale, le plus souvent. La violence devient leur attribut. On le voit régulièrement lorsqu'une attention disproportionnée est portée à des pratiques violentes envers les autres animaux, présentés comme barbares. Par exemple, les moutons de l'Aïd, sacrifiés par les musulmans. On prend l'animal qui a été égorgé de manière halal et maintenant la France entière, à 80%, mange de la viande abattue rituellement, c'est-à-dire dans des souffrances tellement effrayantes et épouvantables que je trouve qu'il est inadmissible qu'à notre époque, en France, dans un pays dit civilisé, on puisse faire subir aux animaux que l'on va consommer de telles horreurs au moment de leur mise à mort. Bardot s'en est pris à plusieurs reprises à la célébration musulmane de l'Aïd el-Kébir, dont elle parle comme d'une, je cite, « immonde fête religieuse ».
Elle dit aussi « Si les musulmans en France nous imposent leurs traditions archaïques, auxquelles nos gouvernements se soumettent sans que personne ne réagisse, alors où allons-nous ?» Les chiens, pendant le festival de Yulin en Chine. Tiens, aujourd'hui, c'est ce que vous voulez nous raconter, à Yulin, j'imagine que ça se prononce comme ça, Yulin, ouais. Dans le sud-est de la Chine, un festival annuel consacré à la viande de chien, accessoirement également de chat. Des milliers d'entre eux ont été tués pour être dégustés donc aujourd'hui. Une pratique qui peut choquer évidemment en France, pas forcément ailleurs. Après les bébés phoques, l'ancienne actrice s'attaque donc à la consommation de la viande de chien qui a encore cours en France, bon, plutôt loin de la métropole puisqu'il s'agit de la Polynésie. Le chien est un animal extraordinaire et puis je trouve qu'il y a tellement déjà d'animaux qu'on mange sur la terre qu'on n'a pas vraiment besoin de manger du chien. Il faut s'apercevoir au fur et à mesure qu'une civilisation évolue que les choses doivent évoluer en même temps. Et si il y a 200 ans ou 300 ans on pouvait manger du chien parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, que les gens n'avaient pas reçu l'éducation qu'ils ont reçue maintenant ils le savent. Les animaux de compagnie, chiens et chats, prétendument mangés par des migrants aux États-Unis, selon Trump. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Ou, pour en revenir à Bardo, les ours, en Bulgarie, maltraités par les Roms. Le Romain Michel se baladait avec des ours qui ont un anneau dans le nez et à qui on a appris à danser en les mettant sur des plaques chauffantes et en tapant du tambourin. Et ces plaques chauffantes, ils ont tellement... ça les brûle, alors ils bougent les pieds comme ça, en même temps on tape du tambourin. C'est précisément l'exemple de ce type de campagne que le chercheur Dinesh Wadiwel mobilise dans la conclusion de son ouvrage The War Against Animals pour montrer comment une cause animale peut fonctionner comme vecteur d'un discours racialisé. La mobilisation massive suscitée en Australie par les images de maltraitance dans des abattoirs indonésiens recevant des « bovins » exportés vivants depuis l'Australie révèle selon lui bien autre chose qu'une préoccupation désintéressée pour les individus concernés. Il écrit « Le fait que la cause de l'unité de la mobilisation soit précisément une question politique qui serait autrement profondément clivante, à savoir le bien-être animal, illustre de façon remarquable la manière dont un discours racialisé peut fédérer des adversaires potentiels autour d'une cause commune. Il est permis de douter que la cause commune soit ici l'horreur de l'abattage en tant que tel. L'attention médiatique portée aux exportations d'animaux vivants vers l'Indonésie reflète une anxiété autour de la race et de la nation, plutôt qu'une préoccupation pour les animaux seuls. Car une préoccupation non racialisée pour le bien-être animal générerait une mobilisation publique aussi bien autour du traitement des animaux en Australie qu'à l'étranger. La préoccupation pour le bien-être animal est comprise comme l'expression d'une subjectivité blanche, donnant naissance à une forme de nationalisme des bestioles. Ce nationalisme établit l'identité australienne comme liée à un engagement envers le bien-être animal et le refus de la cruauté, tandis que les marchés d'exportation non occidentaux sont présentés comme le reflet d'une cruauté systémique, en partie ancrée dans des normes et pratiques culturelles traditionnelles. Les preuves de cruauté en Australie seront dès lors toujours comprises comme de simples aberrations, tandis que les preuves de cruauté à l'étranger ne feront que confirmer la vérité d'une cruauté systémique. Fin de citation. Le double standard ici est flagrant. Des pratiques très similaires, impliquant des souffrances atroces, courantes sur le sol australien, ne suscitent pas de mobilisation comparable. Ce qui révèle que l'objet véritable de l'indignation n'est pas tant la souffrance animale en tant que telle, mais sa localisation de l'autre côté d'une frontière raciale et nationale. Wadiwel reprend alors la formule de Spivak, que j'évoquais plus tôt, et la reformule pour montrer que la triade coloniale est à l'œuvre. Des personnes blanches sauvant des animaux blancs des personnes racisées. Et quand il parle d'animaux blancs ici, il désigne des animaux considérés comme appartenant à l'espace de la blanchité, dans un cas où la mobilisation animaliste se structure autour d'un sentiment d'appartenance nationale et raciale. Sa formulation est ancrée dans un cas précis, les campagnes australiennes contre l'exportation du bétail vers des abattoirs non occidentaux, mais le mécanisme qu'il pointe est bien plus général que ce cas local. En Australie, les gens s'émeuvent de l'abattage de nos vaches australiennes. Bardo dit de même nos moutons et renvoie l'abattage rituel à l'ailleurs, Bab el Oued en Algérie, pas dans notre beau pays civilisé qu'est la France.
La France n'est pas une banlieue de Bab el-Oued et nous sommes en opposition totale avec la souffrance atroce que cette tradition barbare impose à nos moutons. En somme, le problème est que des personnes racisées viennent s'en prendre à nos animaux, ceux de la communauté nationale. Mais en réalité, on observe que dans la plupart des mobilisations animalistes à coloration civilisationnelle, c'est moins la nationalité de l'animal non humain qui importe, que la racialisation de l'agresseur humain. Les chiens du festival de Yulin, les ours maltraités par les Roms ne sont pas nos animaux dans le contexte français. Ce qui les rend soudainement visibles et crée le scandale, c'est qu'ils sont maltraités par des personnes construites comme des autres racisés, qu'on peut facilement renvoyer à la barbarie. C'est un procédé qui a été mis en évidence pour d'autres questions sociales. Dans leur ouvrage Homo exoticus, Maxime Servul et Nick Rhys-Roberts analysent ce qu'ils appellent une exotisation de l'homophobie. Ils montrent comment les violences anti-LGBT sont fréquemment renvoyées vers un ailleurs culturel. L'Afrique, le monde arabe, l'islam, tandis que l'Occident, lui, se raconte comme déjà entré dans une ère de tolérance. L'homophobie n'est plus vue comme un phénomène social transversal, mais devient un trait culturel attribué à certaines populations, construites comme forcément plus homophobes que nous. On observe une dynamique analogue avec la maltraitance animale. La cruauté est déplacée vers l'autre. Au lieu d'interroger le spécisme dans son ensemble, elle attribue la brutalité à certaines communautés spécifiques. Plus précisément, de la même manière dont Sarah Faris décrit une racialisation du sexisme dans le logiciel fémonationaliste, où certaines populations sont présentées comme intrinsèquement plus sexistes que d'autres, on observe ici une racialisation de la cruauté animale. La violence devient le domaine exclusif de l'autre racisé, des autres cultures. Ce ne sont pas nos abattoirs ou nos bateaux de pêche qui incarnent la violence. Non, ce sont leurs fêtes religieuses, leurs festivals, leurs traditions. Donc il y a une intégration dans le cercle de considération morale de certains animaux non humains. Vipulan Puvanesvaran, en humanisant ces animaux qui ont ces traits particuliers. Militant et co-auteur de l'ouvrage Autonomie animale. Et cette intégration par humanisation, elle se combine avec une exclusion morale des personnes racisées de certaines communautés par animalisation. On va dire justement, c'est des sauvages, ils savent pas se comporter en société, avec toute l'idéologie de la décivilisation, etc., qu'on peut retrouver dans les imaginaires racistes. Et en fait, on peut pas comprendre cet animalisme d'extrême droite si on sépare d'un côté cette intégration morale de certains animaux et de l'autre côté l'exclusion morale des personnes racisées de certaines communautés. C'est un ensemble cohérent. Les conséquences politiques de tout ça sont graves, y compris d'un point de vue strictement animaliste. D'une part, cette focalisation détourne l'attention des structures centrales du spécisme industriel. Pendant que l'on s'indigne des chiens mangés ailleurs, l'élevage ou la pêche de milliards d'animaux continue, ici, dans une relative banalité. Se scandaliser à propos des immeubles d'élevage de cochons en Chine ne nous aidera certainement pas à abolir l'élevage concentrationnaire en France. La dénonciation de la barbarie des autres peut fonctionner comme un écran moral. Elle permet de se penser du bon côté, sans interroger ses propres pratiques. La Suisse se gargarise ainsi d'être la meilleure en termes de bien-être animal, et en tire argument pour ne pas améliorer ses pratiques et son droit. D'autre part, cette stigmatisation peut produire un effet inverse à celui recherché. Lorsqu'une pratique est attaquée sur un mode civilisationnel ou racialisé, elle tend à être réappropriée comme marqueur identitaire par le groupe visé. C'est pour ça qu'il est important de tenir compte du contexte d'énonciation lorsqu'on critique certaines pratiques culturelles, tout particulièrement si ces pratiques sont celles de groupes humains qui sont stigmatisés par les systèmes dominants et racistes. C'est regrettable, mais la défense de la pratique spéciste incriminée peut être construite comme un geste de résistance, d'affirmation culturelle face à ce qui est perçu comme une ingérence occidentale ou néocoloniale. On l'a observé autour de la consommation de baleines, récupérée par certains courants nationalistes au Japon suite à des campagnes d'ONG occidentales qui débarquaient, ou dans d'autres contextes où des pratiques animales sont revendiquées en tant que symbole de souveraineté des peuples. Ainsi, l'animalisme civilisationnel ne constitue pas seulement un danger parce qu'il alimente des logiques racistes. Il fragilise aussi la cause animale elle-même. En transformant la lutte contre la violence systémique envers les autres animaux en une arène morale opposant nous et eux, il risque de crisper et de faire rejeter l'animalisme de ce fait.
Et ça implique de parler du spécisme non plus comme tout un système à démanteler, mais uniquement comme un trait culturel à dénoncer chez les autres. Ce qui, en plus d'être raciste, n'aide pas vraiment à combattre le spécisme non plus, dans toute son ampleur et son omniprésence. Les sauveurs. White et Human Saviorism. On a vu dans la partie précédente comment la triade coloniale désigne ses bourreaux, les hommes racisés construits comme cruels par nature. Regardons maintenant l'autre face de cette triade, la case du sauveur. Le saviorism, c'est un dispositif discursif fondamentalement centré sur celui ou celle qui sauve, plutôt que sur celles qui sont sauvées. Le récit est construit autour de la bonté, de la sensibilité, du courage moral du bienfaiteur. Les victimes, animales ou humaines, n'existent dans ce récit que comme occasion d'une démonstration de vertu. Leur agentivité propre est effacée, leur vie réduite à un faire-valoir. C'est l'asymétrie du rapport paternaliste poussé à son terme. Comme dans ces innombrables films où le protagoniste masculin sauve la jeune femme blanche des griffes des méchants. Elle n'existe dans le film que pour être sauvée, car c'est lui le héros. Ce dispositif a d'abord été théorisé dans le champ des relations raciales sous le nom de white saviorism. Cette posture où le blanc se met en scène comme sauveur des populations racisées, moins pour leur émancipation que pour sa propre valorisation morale. On retrouve la même mécanique chez des personnes valides qui affichent leur assistance envers des personnes en situation de handicap. Et c'est de ces réalités que s'inspire la chercheuse Gertrude Caso pour penser le phénomène similaire de human saviorism, la même posture, appliquée cette fois à la relation humain-animaux. Le sauveur humain se met en scène face à des animaux présentés comme sans voix, incapables d'agir pour eux-mêmes, entièrement dépendants de notre bienveillance. Now, how can we recognize saviorism? And I will turn to animal activism in a minute. But first, some general pointers that can serve as red flags for saviorism. Being self-serving or self-centering. Help is often offered in a self-serving manner. It is about the savior, the do-gooder. They are the protagonist of the story. Et Caso le souligne, le saviorism est self-centered et self-serving. C'est-à-dire qu'il attend des applaudissements, de la reconnaissance et de la gratitude. Ce qui éclaire d'une façon nouvelle la formule de Bardot sur les animaux qui ne la déçoivent jamais, qui donnent leur cœur inconditionnellement et ne le reprennent jamais. Ce n'est pas seulement du misérabilisme en fait, c'est aussi l'attente explicite de sa récompense. Bardot se démène pour les animaux et les animaux, eux, le lui rendent bien. Elle écrit « Sans les animaux, je me serais suicidé. Ils m'ont donné un but. » Les animaux existent dans son discours d'abord comme ressource pour elle. La cause animale est ici explicitement au service du récit de soi. Et donc voilà, moi j'essaye de déconstruire l'idée selon laquelle être antispéciste, ce serait vouloir sauver les animaux en tant que groupe séparé. Myriam Baafou, philosophe, écoféministe et décoloniale. Parce que ça nous empêche de comprendre que, ils ont une histoire, c'est-à-dire vraiment selon les lignes historiques, selon les siècles, selon les rapports de pouvoir en place, selon la géopolitique, selon tout ça. En fait, les animaux, et encore une fois, c'est un groupe qui est très très large, a été soumis à différents régimes d'administration, de régulation, de cohabitation avec les humains, etc. Donc cet antispécisme-là permet beaucoup plus de rentrer en rapport en fait avec leur propre histoire, mais aussi avec l'histoire qu'on partage en fait ensemble. Et ça, c'est justement l'angle qui est presque l'opposé en fait de celui de Bardot et de tout plein d'animalistes, qui vont justement vouloir sauver les animaux de par leur étrangeté d'une certaine manière. Fascinante étrangeté, ça c'est un truc qu'on voit beaucoup dans la philosophie occidentale aussi, et même par les philosophes qui sont très intéressés par la question animale, ce qui est toujours assez étonnant en fait pour moi qu'on continue à maintenir cette presque insoutenable étrangeté, de la même manière qu'on pouvait le faire avec les personnes racisées en fait, ou pour les personnes handicapées aussi en fait, c'est-à-dire waouh, elles sont tellement différentes et en même temps tellement proches de nous, vous voyez. Et c'est pour ça que son discours il rentre complètement en fait, à la fois dans un discours animaliste, donc qui est encore une fois fétichisant parce qu'il va altériser l'autre et être attiré par cette propre altérisation et être excité, j'en ai pas tant parlé, mais il y a vraiment une dimension que moi et encore une fois d'autres chercheuses quasi psychanalytiques en fait, dans la fétichisation de la vulnérabilité animale n'est pas que, c'est-à-dire que c'est la douleur d'autrui ou c'est la mise en scène de la souffrance d'autrui qui va provoquer la subjectivation. C'est-à-dire que je peux me dire en tant que sujet que lorsque je constate et quand je suis le témoin et l'acteur en fait, presque quasiment, de la souffrance d'autrui.
Et ça, c'est très propre à la blanchité aujourd'hui, par exemple. Ce qui fait le groupe des Blancs aujourd'hui, c'est la monstration quasi quotidienne des régimes génocidaires qui nous entourent au quotidien, des régimes islamophobes, des régimes... Et en fait, la mise en scène de ce discours-là est constitutive, en fait, de la blanchité. Quand je dis mise en scène, ça peut paraître un peu artificiel, là, mais c'est vraiment constitutif, en fait. Chez les animaux, ça joue exactement le même rôle d'une certaine manière, et c'est presque plus facile, parce qu'on sait que les animaux non humains, c'est ceux dont la souffrance est presque matériellement là, la plus omniprésente. Les chiffres sont toujours vertigineux, en fait. Et donc, c'est assez facile, justement, pour un certain discours animaliste qui s'enracine dans une forme de blanchité, de se développer absolument, en fait, et de la manière la plus florissante dans cet espace-là. Et je crois que là, c'est le cas Bardot, en fait. C'est-à-dire une personne qui a activement milité. Encore une fois, on ne parle pas de dérive raciste, on ne parle pas de bavure. On parle d'une personne qui a pris des positions dont l'évolution politique, depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, est complètement traçable, que ce n'est pas du tout propre à ces années de fin. Enfin, voilà, on a vraiment la preuve de ça. Et qui, par ailleurs, montre justement un engagement presque étonnant, et c'est justement pas le cas, mais j'y viens, dans la cause animaliste. Et c'est pour ça que le traitement médiatique de Bardot a été de quelque chose de l'ordre de l'amnésie, en fait, presque. C'est-à-dire qu'on devait choisir, donc séparer un peu, justement, la raciste de l'activiste, là, on nous a demandé de faire. Alors qu'en fait, au lieu de considérer ces deux facettes comme oppositionnelles, voire un peu troublantes, ce qui a été le cas de certains antispécistes qui ont justement voulu rendre hommage à Bardot, tout en disant laissons de côté en fait cette espèce d'embarras général, là, je pense à Aymeric Caron, mais évidemment pas que. En fait, non, nous, les antispécistes politiques et d'écologie, on dit, en fait, ça va totalement ensemble. En fait, même son engagement animaliste, il est compréhensible à la lumière, en fait, de cette blanchité-là et de cette fétichisation de l'autre dans son extrême vulnérabilité. Et d'ailleurs, et peut-être je vais un peu m'arrêter là après, cette vulnérabilité, cette extrême vulnérabilité, elle est que fantasmée. Ça, c'est vraiment important de le comprendre aussi. C'est-à-dire que les animaux non humains, tout comme les personnes racisées, ont une agentivité. Et IEL la démontre au quotidien. Et IEL résiste au quotidien. Et IEL s'organise politiquement au quotidien pour justement échapper en fait à la violence. Et justement, le fait de considérer ces animaux comme, chez Bardot, de manière absolument victimaire, en fait, c'est tributaire de la blanchité, de manière beaucoup plus générale. Parce que la blanchité doit traiter, en fait, le monde comme une victime, d'une certaine manière, pour ne faire d'elle le seul sujet politique. À la fois le seul sujet politique responsable, en fait, de cette catastrophe, bien que les personnes blanches ne le reconnaîtraient jamais, mais on est quand même plus ou moins d'accord que, la colonisation, ça a un peu fait du mal, ça a été peut-être un moment un petit peu compliqué de l'histoire. Aujourd'hui, on sait que la situation écologique, elle est quand même due un peu au capitalisme, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une forme de salut, en fait, et que les seules personnes qui vont être capables à la fois de sauver les personnes de la colonisation ou de sauver le monde de la catastrophe écologique à cause du capitalisme industriel, c'est justement la blanchité. Donc il y a vraiment un paradoxe, en fait, de c'est à la fois les propres fossoyeurs, en fait, de notre condition, mais en même temps les propres sauveurs. Et la combinaison de ces différents dispositifs de saviorism est assez redoutable. Dans sa version racialisée, le saviorism animaliste ne se construit plus seulement contre la souffrance animale. Il se construit alors surtout contre la cruauté désignée de l'autre racisé. Plus ce dernier est vu comme barbare, plus le sauveur blanc peut se présenter comme vertueux par contraste. C'est la logique même de la triade coloniale. Sans la figure de l'agresseur racisé, le sauveur blanc perd sa raison d'être. C'est en ce sens que le white saviorism animaliste est la manifestation racialisée du paternalisme compassionnel qu'on a décrit plus tôt. L'animalisme civilisationnel et le white saviorism se nourrissent mutuellement. L'un désigne les barbares, l'autre se pose en sauveur. Et ensemble, ils produisent un récit où la cause animale cesse d'être une lutte pour l'émancipation des animaux pour devenir un théâtre de la supériorité occidentale. Ne pas séparer l'animaliste de la raciste. Alors, revenons-y. On a beaucoup entendu depuis la mort de Bardot l'emphase sur la contradiction fondamentale entre son animalisme et son racisme. Une cohabitation incompréhensible entre deux réalités irréconciliables. D'un côté, une femme dévouée pour les autres animaux, de l'autre, une femme qui a tenu des propos racistes, xénophobes, nauséabonds. Comme si on avait affaire à deux personnes distinctes, logées dans le même corps, l'animaliste d'un côté, la raciste de l'autre. Parce qu'écoutez comment certaines personnes ont réagi à la mort de Bardot sur les réseaux. On a pu lire des choses comme « Brigitte Bardot a eu des propos forts et déplacés, mais il ne faut pas oublier le contexte. Le lien était toujours en rapport avec les animaux. » Ou encore
Il faut quand même rappeler que ces propos étaient prononcés dans un contexte de défense des animaux. Dénonciation de l'égorgement sans étourdissement, dénonciation de la cruauté envers les animaux à La Réunion. Il me semble évident que ces dérapages racistes étaient la conséquence de son engagement envers les animaux. Vraiment, je trouve très grave de présenter son racisme comme étant la conséquence de son animalisme. On perd la boussole en écrivant des choses pareilles. Son racisme n'est pas un simple effet secondaire de son amour des animaux, pas plus que les discours transphobes des TERF ne seraient expliqués ou justifiés par le fait qu'ils sont véhiculés au nom de la défense des femmes. Et ça vient aussi laisser entendre qu'on ne pourrait pas défendre les autres animaux sans verser dans le racisme ou l'alimenter, alors qu'on le fait bien mieux en défendant l'égalité sur tous les plans. Mais dire ça ne revient pas non plus à traiter son racisme et son animalisme comme deux choses indépendantes, accidentellement superposées. Bardot n'était pas animaliste et par ailleurs raciste. Il y a bien un lien entre les deux. Mais c'est un lien d'articulation, pas de conséquence. Moi je dirais que c'est un animalisme d'extrême droite. Vipulan Puvenesvaran, militant, écologiste et animaliste. En ce sens que l'animalisme de Brigitte Bardot n'est pas forcément un animalisme qui existe à côté de son racisme, mais que ça forme un ensemble cohérent. Et pour moi, c'est un peu ce qui a manqué dans certaines analyses. Donc typiquement, ça va être le fait de se focaliser sur certains animaux en particulier. Quand on parle de consommation, on se focalise aussi évidemment sur la consommation des communautés du Sud global et des personnes racisées, ce qui permet aussi à l'Occident du coup d'asseoir en quelque sorte sa pureté morale en disant regardez, nous on est civilisés, etc., contrairement à ces sauvages qui mangent des baleines. Alors que en parallèle, on va criminaliser dans nos sociétés les militants qui vont lutter contre les élevages industriels, par exemple, ou même tous les militants antispécistes de manière générale. Enfin, je pense que là-dessus, tu as déjà fait pas mal de choses dans le podcast, avec on peut parler de la cellule Déméter, etc. On voit que dans cet animalisme d'extrême droite, il y a quand même une critique qui est inexistante ou relativement faible des rapports de consommation de certains animaux dans l'Occident, on va dire. Et en fait, ce rapport spéciste, il s'articule du coup à une lecture raciste du monde où les rapports de consommation qui peuvent exister envers certains animaux dans nos sociétés seraient normales, tolérables, naturalisés, etc. Et à l'inverse, d'autres rapports de consommation seraient vraiment contraires à toute forme de civilisation, etc. Enfin, tout ce qu'on entend un peu dans le discours raciste classique, quoi. Enfin, on remarque que autant Paul Watson que Brigitte Bardot sont très appréciés dans la société française parce qu'en fait, leur combat, leur lutte se concentre sur des animaux qui ne font pas l'objet de rapports de consommation dans nos sociétés. Donc là, typiquement, c'est les phoques, les pandas, les baleines. Et donc, effectivement, c'est les figures qui vont protéger ces animaux-là vont être bien perçues dans nos sociétés. Et au contraire, on va plutôt dire que les personnes qui ont un rapport de consommation avec ces animaux dans d'autres sociétés sont des sauvages, etc. Le cœur du problème et de l'analyse de cet épisode, c'est que Bardot défendait et véhiculait un animalisme raciste, d'un seul tenant. Un animalisme dont la logique interne reliait la cause animale à une grille de lecture raciale. Les deux aspects ne doivent pas seulement être juxtaposés dans l'analyse, car dans les faits, ils sont articulés, intimement tissés ensemble. Ou pour reprendre une formule qu'a utilisée Antoine Dubiot sur ses réseaux, on ne peut pas séparer l'animaliste de la raciste. Et cette logique est inscrite plus largement dans certains cadrages de la protection animale, même si Bardot a joué un rôle central dans sa popularisation. Et donc, tout ça, ça permet d'éclairer le personnage qui était Bardot. Lila M, qui tient le compte Réfuté. Ses propos racistes, homophobes, sexistes, etc., ils ont largement été opposés à son engagement pour les animaux, mais je pense qu'au contraire, on peut y voir une certaine cohérence. Déjà, et c'est ce que dit bien Florence Delry, même si c'était loin d'être la pire, elle était spéciste. Contrairement à ce qu'elle a pu revendiquer, elle faisait des hiérarchies entre les animaux et de la même manière, elle faisait des hiérarchies entre les humains. Parce que là aussi, quand on lit ses textes, elle parle beaucoup d'amour, de compassion, d'aider son prochain, mais dans les faits, elle a tenu des propos et soutenu des politiques qui étaient absolument délétères pour les humains. Et à mon sens, cette hiérarchie, elle s'appuie justement sur la perception d'une certaine innocence, d'une certaine pureté, qui fait que certains individus méritent notre considération et pas d'autres. Et ça pourrait expliquer aussi pourquoi elle met en avant la barbarie, la sauvagerie que représentent selon elle les musulmans notamment. Donc pour le coup, contrairement
aux animaux, aux orphelins, aux vieux, etc. Ils sont vus comme des individus menaçants, que ce soit donc pour les animaux, qui représentent pour Bardot justement des êtres de pureté, comme on l'a vu, ou pour la nation française. On a vu que ce que j'ai proposé d'appeler un paternalisme compassionnel est contestable d'un point de vue antispéciste, du fait de son essentialisme, son misérabilisme à l'égard des autres animaux et de son spécisme bienveillant. Mais il est plus que cela. Il est structurellement compatible avec la suprématie blanche. Attention, je ne dis pas qu'il mène forcément à des positions fascistes, mais en tout cas il n'a pas d'anticorps contre lui. Une position robustement antispéciste en a beaucoup plus, et pour cause. C'est quand même plus difficile de faire dérailler un égalitarisme vers une position suprémaciste. Ça demanderait de s'accommoder de nombreuses incohérences. Disons que ce cadrage du paternalisme compassionnel est comme construit en pente. Si on se laisse glisser là où nous amène spontanément le fait de penser que les animaux sont des victimes à protéger, que la violence qui leur est faite est une affaire de cruauté, on se retrouve à chercher un agresseur cruel, un bourreau moral, plutôt qu'un système. Et cette logique d'identification du coupable se prête très facilement à une racialisation. À quoi s'ajoute le fait que la figure de l'animal victime innocente appelle structurellement une figure du protecteur. Et ce protecteur tend à se construire comme plus évolué, plus sensible et moral. Plus généralement, je dirais que les cadrages idéologiques propres à la protection animale ou à l'animalisme dépolitisé sont poreux, perméables, avec des cadrages racistes et coloniaux, voire empruntent souvent à leur imaginaire. Et que dans le cas de Bardot, il n'y a pas seulement eu porosité, mais bien articulation explicite de l'animalisme et du racisme du suprémacisme blanc. Nos animaux contre leurs pratiques cruelles. Halal, haïd, chasse au blanchon, viande de chien en Chine, etc. Nous, on aime les animaux, eux sont des barbares. En résumé, les sauveurs versus les sauvages. Faire le tri entre humains au nom des animaux. C'est ce que je propose d'appeler animalisme identitaire, dans lequel la cause animale est mobilisée pour opérer une démarcation entre groupes humains, traçant ou renforçant des frontières d'appartenance et d'exclusion au service d'un projet de hiérarchisation, raciale, culturelle, religieuse ou nationaliste. Les animaux y cessent d'être des sujets pour devenir le médium à travers lequel se construit un nous contre un eux, et la protection animale, un marqueur de supériorité d'un groupe sur un autre. Du coup, l'animalisme civilisationnel dont on est parti plus tôt est une des matrices ou des manifestations de ce phénomène plus large qu'est l'animalisme identitaire. Et le terme identitaire n'est pas choisi par hasard. Je l'emprunte à son sens politique contemporain, celui des mouvements d'extrême droite qui définissent une communauté par ses frontières et par l'exclusion des autres. Il ne s'agit pas ici d'identité personnelle ou de style de vie. Le concept vise précisément à pointer l'affinité structurelle entre certaines formes d'animalisme et les logiques racistes et nationalistes. Autrement dit, le fait de constituer la protection animale en critère de différenciation entre groupes humains qu'on hiérarchise par là même. Donc finalement, ce qui a été qualifié de sensiblerie autrefois... Opale, militant honteux, qui navigue dans les sphères écoféministes et d'écologie décoloniale. Aujourd'hui, ça a été transformé en morale civilisationnelle, qui est en fait un outil d'héritage colonial, concrètement. Et ce qu'on appelle cause animale aujourd'hui, c'est pas seulement une cause éthique, c'est une position morale valorisée. Donc que ce soit à travers l'image, la protection de la vie, du vivant, de la défense des plus vulnérables, c'est pas étonnant que l'extrême droite s'en soit emparée stratégiquement. Encore une fois, en choisissant bien les animaux et les races à mettre en avant en tant que marqueurs sociaux, mais aussi pour rendre sympathiques les représentants et représentantes du parti. Et oui, en fait, on retrouve de nouveau cette hiérarchisation entre les vies précieuses à conserver, à préserver, et celles des autres décrites comme violentes, archaïques, sauvages, primitives, cruelles, nuisibles, des images qui sont complètement façonnées par le colonialisme et qui vont venir justifier les dominations et les violences à leur encontre. D'ailleurs, on avait déjà esquissé ces réflexions il y a quelques années dans un entretien avec Kauter Archi. Antispécisme et antiracisme peuvent-ils s'allier ? C'était l'épisode 14, ça commence à remonter maintenant. Je veux terminer cette partie sur une note qui me semble importante, parce qu'on pourrait sortir de l'analyse avec le sentiment que l'animalisme est structurellement condamné à cette dérive, que ce serait une pente inévitable. Mais c'est pas ce que je dis. Il y a des parties significatives du mouvement animaliste qui se sont toujours tenues éloignées de cette logique,
précisément en refusant de mobiliser le vocabulaire de la cruauté, des pratiques sauvages ou barbares, inhumaines. C'est le cas de la tradition des cahiers antispécistes, de L214, du projet Méduse, voilà, parmi bien d'autres exemples, qui ont tous soigneusement évité les cadrages qui rendent possible ce glissement. Et ça vaut le coup de le souligner, même si ce vocabulaire est très répandu dans le mouvement, on peut tout à fait apprendre à faire sans, et on a tout à y gagner même. Le noyau raciste de l'animalisme identitaire. Mais revenons maintenant à Bardot, parce qu'elle ne se contente pas de surfer sur cette pente de la protection animale. Elle l'a dévalée jusqu'en bas. Et il n'y a pas à creuser très profondément pour déterrer plusieurs manifestations d'un animalisme identitaire chez elle. Elle coche même toutes les cases. Elle hiérarchise entre des pratiques civilisées versus des pratiques barbares, on l'a vu, mais elle relie même souvent la cause animale à son nationalisme. Je pars en guerre, je veux l'abolition de la chasse à courre. C'est une horreur ce truc-là. C'est une horreur. Il faut absolument que le gouvernement français accepte de m'offrir l'abolition à jamais de la chasse à courre en France. On est le dernier pays d'Europe à pratiquer cette ignoble chose. Le dernier. Avec l'Irlande. Avec l'Irlande. Bon. Là, la France peut prendre une décision qui la ferait un peu briller, parce qu'elle est un peu pas très belle, la France, en ce moment. Alors, ça serait une très belle décision que pourrait prendre Macron. Elle dit « la France va mal » et présente, juste après, l'abolition de la chasse à courre comme une solution pour que la nation puisse redorer son blason, rayonner à nouveau et rattraper son retard sur les autres pays européens. Redevenir exemplaire dans la compétition morale entre les nations. La France, et par extension l'Occident, doit se positionner comme avant-garde du progrès moral. Ce qui sous-tend une vision évolutionniste, où certaines sociétés seraient naturellement à la pointe et d'autres en retard. On retrouve ici tous les éléments de l'animalisme identitaire. Un nous civilisé, éclairé, un eux en retard, englué dans des pratiques dites barbares, une protection animale érigée en critère d'appartenance au camp du progrès, et la hiérarchie ne porte plus seulement sur les pratiques, mais se trouve généralisée aux communautés humaines elles-mêmes, et en l'occurrence aux communautés nationales. Mais chez elle, ce dispositif ne s'arrête pas à une hiérarchisation civilisationnelle. Il bascule dans un suprémacisme racial encore plus choquant. En 2019, dans une lettre ouverte adressée au préfet de la Réunion, elle évoque, je cite, « des autochtones ayant gardé leur gène de sauvages, une population dégénérée, encore imprégnée des traditions barbares qui sont leur souche. » Allant jusqu'à parler de « réminiscence de cannibalisme des siècles passés ». Ici, elle ne dénonce pas des actes, elle qualifie de façon raciste des populations entières. Et pour ce faire, elle les animalise, elle les décrit comme régis par leur gène, comme porteurs d'une souche primitive, comme des êtres qui n'auraient pas évolué depuis des siècles passés. Ce vocabulaire les renvoie du côté de la nature brute et de la bestialité, exactement la position qu'occupe l'animalité dans la hiérarchie spéciste. En les qualifiant de sauvages et de dégénérés, elle les place hors de l'humanité civilisée, les fait glisser vers le pôle animal du continuum. Il y a deux logiques racistes distinctes qui opèrent simultanément dans ces propos. D'une part, l'animalisme identitaire, hiérarchiser les groupes humains selon leur rapport aux animaux, opposer les protecteurs civilisés aux bourreaux barbares, et d'autre part, l'animalisation raciale, rabattre certaines populations du côté de l'animalité et les décrire comme bestiales. Les deux procédés servent à dégrader, chacun à sa façon. Et leur utilisation conjointe ici produit un vrai concentré de racisme. On pourrait dire un racisme au carré. L'animalisation était parfois encore plus explicite chez Bardot. Dans son livre-pamphlet « Un cri dans le silence », paru en 2003, elle écrivait notamment « On n'a plus le droit d'être scandalisé quand des clandestins ou des gueux profanent et prennent d'assaut nos églises pour les transformer en porcheries humaines, chiant derrière l'autel, pissant contre les colonnes, étalant leurs odeurs nauséabondes sous les voûtes sacrées des chœurs. » Là encore, elle utilise l'animalité comme référent dégoûtant et abject pour rabaisser avec eux des populations humaines. On voit à quel point la frontière d'espèce est intimement tissée avec les frontières racialisantes, comme dans cet autre passage d'Un cri dans le silence, où elle oppose notre préférence pour les chiens de race à notre indifférence à notre propre race. Alors que chez les animaux, la race atteint des sommets de vigilance extrême, les bâtards étant considérés comme des résidus, bons à laisser pourrir dans les fourrières, ou à crever sans compassion d'aucune sorte, nous voilà réduits à tirer une fierté politiquement correcte, à nous mélanger,
à brasser nos gènes, à faire allégeance de nos souches, afin de laisser croiser à jamais nos descendances, par des prédominances laïques ou religieuses, fanatiquement issues de nos antagonismes les plus viscéraux. Ce discours sur la pureté ne relève même plus du racisme culturel. Cette mutation des discours racistes, qui, pour se rendre plus acceptable et éviter les condamnations, a remplacé le vocabulaire biologique de la race par celui du choc des civilisations et des incompatibilités entre les cultures, et qui continue à hiérarchiser, à exclure et dominer. Bardot, elle, ne prend même pas cette précaution. Elle exprime une hiérarchisation brutale et explicite fondée sur le maintien de la non-mixité raciale, où tout mélange est vu comme une dégradation. Et son vocabulaire ne laisse aucun doute, puisqu'elle emploie carrément le champ lexical constant de la souillure et de la contamination. En opposant notre prétendue vigilance raciale à propos des animaux à un métissage humain décrit comme une déchéance, elle fait de la pureté un idéal à préserver, et le mélange une décadence à prévenir. Et ça, c'est vraiment le cœur du suprémacisme racial, la croyance que certains groupes sont intrinsèquement supérieurs et que leur homogénéité doit être défendue contre la dégénérescence que causerait l'entrecroisement avec d'autres groupes. Et ce qui est très notable, et devrait nous alerter, c'est qu'elle réactive tout ce racisme biologique nauséabond par une référence aux races animales. Kautararchi avait bien raison de le faire remarquer. On voit à quel point la division animalité-humanité est traversée par la frontière raciale. Et inversement, plusieurs suprémacismes s'articulent de façon dynamique, et c'est pour rendre compte de cette réalité que l'autrice d'Ainsi l'animal et nous a formulé le concept d'ordre zoosocial, c'est-à-dire la façon dont les hiérarchies entre humains et les hiérarchies entre animaux sont tissées au sein d'un même système. Il n'y a pas seulement juxtaposition de plusieurs oppressions séparées, par exemple le racisme d'un côté et le spécisme de l'autre, mais une structure imbriquée qui produit simultanément des êtres humanisés et des êtres animalisés. Plus un humain est construit comme proche de l'animal, primitif, sauvage, irrationnel, etc., moins il accède à la protection octroyée au sujet construit comme, entre guillemets, pleinement humain. Et plus un animal est construit comme proche de l'humain, donc intelligent, nous ressemblant ou partageant plus de capacités avec nous, plus il peut prétendre à une forme de considération morale. Ainsi, pour les personnes qui doutaient encore du racisme de Bardot, on a vu à quel point il se déploie de façon récurrente et de multiples manières. Par l'animalisme identitaire qui transforme la défense des animaux en marqueur de supériorité civilisationnelle ou nationale, par la mobilisation racialisée de la frontière d'espèces pour animaliser certaines populations, et même par la réactivation du fantasme de pureté propre au racisme biologique le plus rance. Bref, là où les discours dominants de la protection animale constituent parfois une pente savonneuse vers un projet fasciste, Bardot, elle, n'est pas seulement dans la descente. Elle est au bout du toboggan, les deux pieds dans la fange raciste et nationaliste, pelle à la main, en train de continuer de creuser. C'est ce qu'on verra dans le 4e et dernier épisode de cette série. Et cette fois-ci, promis, ce sera vraiment le dernier. Allez, vous commencez à avoir l'habitude. Petit résumé des familles, histoire d'avoir les idées au clair. L'animalisme de Bardot part d'un constat juste et crucial. Les animaux souffrent, cette souffrance est injuste, mais elle pose le mauvais diagnostic. Le problème serait un déficit de compassion humaine à combler, plutôt qu'un système d'oppression à démanteler. La compassion comme moteur produit une sélectivité inhérente. On ne peut pas éprouver de l'empathie pour toutes les victimes à égalité. Donc certains animaux finissent par compter plus que d'autres, selon leur charisme, leur proximité avec nous, ou ce qu'on peut affirmer symboliquement en les secourant. Cet animalisme compassionnel mène à une protection paternaliste, qui construit une relation asymétrique entre sauveurs bienveillants et victimes impuissantes, plutôt que de revendiquer des droits fondamentaux pour tous les animaux sentients. Le misérabilisme et le paternalisme sont du coup les deux faces de cette même relation asymétrique. La victime parfaite produit la sauveuse parfaite, et le récit peut finir par tourner autour de la bienfaitrice plutôt que de celle qu'elle prétend défendre. La vulnérabilité des autres animaux est réelle, mais elle est surtout produite par l'ordre spéciste, pas inscrite dans leur nature. On peut la politiser plutôt que l'essentialiser. Le spécisme bienveillant maintient la hiérarchie malgré de bonnes intentions. Les animaux restent des êtres inférieurs qu'on protège, valorisés pour leur loyauté,
mais pas reconnus comme des sujets de droit à part entière. La rhétorique de l'innocence est assez glissante. Si les animaux méritent protection parce qu'ils sont purs de tout reproche, la question qui suit mécaniquement est celle des coupables. Et cette logique punitiviste est contraire à un antispécisme fondé sur la sentience. Tous ces cadrages produisent une triade paternaliste, les victimes innocentes, les agresseurs barbares et les sauveurs bienveillants, qui appellent structurellement à désigner des coupables et ouvrent ainsi la porte à la recherche de boucs émissaires. Dans une société structurée par le racisme, la triade paternaliste trouve naturellement un certain contenu. L'autre racisé vient occuper la case du bourreau, tandis que le sauveur se blanchit. Et on peut alors parler de triade coloniale. L'animalisme civilisationnel fait de la protection animale un marqueur de supériorité culturelle. Une logique enracinée dans une longue histoire coloniale associant compassion pour les autres animaux et blanchité. La cruauté est assignée aux autres. On focalise sur les pratiques de certaines populations stigmatisées, bien plus que sur les violences spécistes systémiques, comme si certaines populations étaient naturellement brutales et d'autres bienveillantes à l'égard des autres animaux. Le white saviorism animaliste est la manifestation racialisée de ce paternalisme. La vertu du sauveur blanc se construit surtout contre la cruauté désignée de l'autre racisé, et la cause animale est recodée comme un enjeu de supériorité occidentale plutôt qu'une lutte pour l'émancipation. L'animalisme identitaire généralise ces phénomènes. Il utilise la cause animale comme un opérateur de démarcation entre groupes humains, au service d'un projet de hiérarchisation raciale, culturelle, religieuse ou encore nationaliste. Et donc l'animalisme civilisationnel en est la matrice principale et une des manifestations. Bardot n'était pas animaliste et par ailleurs raciste. Elle défendait un animalisme raciste, d'un seul tenant, dont la logique interne reliait la cause animale à une grille de lecture raciale. Et c'est bien un lien d'articulation, pas de conséquence. Voilà, j'ai hâte d'entendre et de lire vos retours, et on se retrouve pour le dernier épisode de la série, qui abordera la question du zoonationalisme, la convergence effective entre animalisme et extrême droite, et on donnera des pistes pour prévenir son développement en allant vers davantage de politisation de la cause animale. Bisous.